recevons Jean-Jacques Greffet qui s'intéresse à l'étude de différents aspects d'interaction rayonnement-matière en différents milieux, milieux denses en particulier, avec un intérêt aussi pour ce qui concerne les excitations élémentaires du milieu, par exemple le milieu solide, et ces modes de vibration, qui était, il y a encore quelques mois, à l'école centrale de Paris, et qui est présentement à l'Institut d'optique. Voilà. Merci Robson. Merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de, excusez-moi, c'est en anglais les transparents. Je vais vous parler de rayonnement thermique. C'est toujours un petit peu, ça fait toujours un petit peu bizarre de parler de rayonnement thermique parce qu'on a l'impression que c'est un sujet un peu vieux et qui peut paraître surprenant de faire de la recherche associée au rayonnement thermique. Et alors, le mot-clé ici, c'est les nanoéchelles. Et il se passe que lorsque l'on s'intéresse au rayonnement thermique à l'échelle du nanomètre, alors le nanomètre c'est un mot, c'est une échelle un peu à la mode, en réalité c'est le rayonnement thermique sub-longueur d'onde. Et donc le rayonnement thermique en dessous de l'échelle caractéristique naturelle du système. Et c'est là qu'il se passe des choses nouvelles, c'est là qu'il y a de la physique mésoscopique. Donc c'est le rayonnement thermique mésoscopique on pourrait dire. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses surprenantes et en particulier, on s'aperçoit que le rayonnement thermique, peut-être, c'est-à-dire le rayonnement que nous produisons, vous et moi, parce que nous ne sommes pas à 0 Kelvin, eh bien, dans certains cas, il peut être cohérent, il peut être temporellement cohérent, il peut être spatialement cohérent. Et il y a d'autres phénomènes qui sont liés à des phénomènes de densité d'état, de densité d'énergie par unité de volume, qui deviennent très grands. Par très grand, je veux dire plusieurs ordres de grandeur. Quand on s'approche d'une surface, le rayonnement du corps noir, qui est caractérisé par une densité d'énergie qui varie en T4, eh bien, elle peut augmenter de plusieurs ordres de grandeur au voisinage d'une interface. Donc pour décrire ça, eh bien, il faut avoir une approche qui n'est plus du tout celle qu'on a eue à l'école, où l'on a une description macroscopique, en général en termes de bilan d'énergie, ou en termes de physique statistique, où l'on idéalise et où on ajuste les modes du vide. Il faut s'intéresser aux propriétés des matériaux et il faut une description plus fine. Et une description en fait classique suffit. Donc une description d'électromagnétisme classique mais aléatoire. Donc c'est de l'électromagnétisme stochastique ce qui va nous permettre de comprendre ces phénomènes. Donc du rayonnement habituel mais où les sources sont des sources aléatoires, donc des courants aléatoires. Alors, je vais résumer un petit peu ce qu'on a fait dans ce domaine depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai eu un certain nombre de collaborateurs qui sont aujourd'hui à l'Institut d'optique, qui étaient avec moi à l'école centrale, Karl Joulin qui est maintenant à Poitiers. On a eu une collaboration avec Andrei Chegrov qui bossait avec Emil Wolf à l'Université de Rochester. On a beaucoup travaillé avec Karsten Ankel qui est à Potsdam. Je vais vous présenter certaines expériences qui ont été faites par Yannick de Wild juste à côté à PC. Les échantillons ont été faits par Yongshen au LPN, puis une interaction avec le CEA. Et les derniers résultats que je vais vous présenter, des résultats expérimentaux de mesure de flux de chaleur en champ proche, ont été faits en collaboration avec l'Institut Nel à Grenoble. Alors voici un petit peu ce dont je vais vous parler. Tout d'abord, je vais présenter ce sujet de rayonnement thermique à l'échelle nanométrique. Et puis, je vais commencer par un rappel de ce que j'appelle le champ proche. Je vais définir ce que j'appelle le champ proche et vous donner deux visions complémentaires, simplistes de ce que j'appelle le champ proche. Ensuite, je présenterai des résultats expérimentaux qui mettent en évidence certains de ces effets. Je montrerai comment on peut fabriquer une source de rayonnement thermique cohérente, c'est-à-dire directionnelle. Et puis, je finirai en parlant des phénomènes de transport de chaleur par rayonnement, lorsque les objets sont séparés par des distances très petites dans la longueur d'onde. Alors là, ces deux premiers transparents, c'est juste une définition simple de ce que j'entends par champ proche optique. Alors l'essentiel est dans le dessin qui est ici. Si on a une source ici monochromatique, on a donc des ondes émises qui sont des ondes planes, qui sont caractérisées par une longueur d'onde lambda, qui est reliée à la fréquence. On a 2π sur lambda égale oméga sur c.
Et par conséquent, le champ ici ne peut pas varier très vite. On ne peut pas avoir de variation d'amplitude plus rapide que lambda sur 2, puisqu'on a un vecteur d'onde qui est fixé en module, qui vaut 2π sur lambda, donc on ne peut pas avoir des structures spatiales plus petites que l'inverse de ce vecteur d'onde. En revanche, si vous avez ici une surface et que vous mettez une nanoparticule métallique de 10 nanomètres de rayon, eh bien, les relations de continuité étant ce qu'elles sont, le champ électromagnétique qui a suivi les cours à l'école sait qu'il doit satisfaire des conditions aux limites et que donc il va varier spatialement à l'échelle où varie l'objet. Et donc si on a une sphère qui fait 10 nanomètres, le champ va varier sur des échelles de longueur de 10 nanomètres. Donc ici on a un champ qui varie sur des échelles très petites imposées par les matériaux, et ici dans le vide on ne peut pas avoir ça. Donc il y a perte d'informations des détails lorsqu'on passe du champ proche au champ lointain. Si je représente le champ comme une superposition d'ondes planes, donc je suis ici dans le vide, donc j'écris des ondes planes, alpha, bêta, gamma sont les vecteurs d'ondes de ces ondes planes. Comme je suis dans le vide, il faut satisfaire à la relation de dispersion dans le vide, donc alpha 2 plus bêta 2 plus gamma 2 égale oméga 2 sur C2. Si je garde alpha et bêta en variables indépendantes, gamma, lui, est fixé par cette relation de dispersion. Et donc vous voyez que lorsque le vecteur d'onde transverse est plus petit que oméga sur C, on a des ondes propagatives habituelles. Et puis celle-ci, c'est ce qu'on appelle les ondes évanescentes. C'est lorsque le vecteur d'onde transverse est plus grand, c'est-à-dire que c'est porteur d'informations sur les détails. Et la frontière, elle est là, elle est à 2π sur lambda. Donc parler de champ proche, c'est dire qu'il existe des ondes évanescentes qui jouent un rôle important, et c'est pour des vecteurs d'onde plus grands que lambda, 2π sur lambda. Alors ça c'est important, c'est que l'échelle de longueur, en fait, c'est pas vraiment lambda, c'est lambda sur 2π. Et que la frontière, elle est là. C'est k comparé à 2π sur lambda ici. Alors ce 2π n'est pas anodin, c'est presque un ordre de grandeur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand je serai près d'une surface, et par près j'entends plus petit que lambda sur 2π. Donc si c'est 600 nanomètres du visible, eh bien c'est 100 nanomètres le champ proche. D'accord? C'est pas 600 nanomètres. 600 nanomètres, il ne se passe rien, il n'y a aucun détail, il n'y a aucune super résolution. À lambda, vous êtes déjà dans le champ lointain. C'est 100 nanomètres et en deçà. Alors, le même discours, je peux le tenir avec un point de vue différent. Donc là je vous ai présenté un développement d'onde plane. Donc c'était une représentation finalement avec des arguments dans l'espace de Fourier. Je parlais de vecteurs d'onde. J'ai montré un cutoff, pour parler français, de vecteurs d'onde qui est 2π sur lambda. On peut redire la même chose avec une vision dans l'espace direct. Alors dans l'espace direct, chaque fois que j'ai de la matière, je peux toujours décomposer la matière par la pensée en petits éléments sub-longueur d'onde, et tout élément de matière plus petit que la longueur d'onde est équivalent à un dipôle. Donc tout est dans la formule du champ électromagnétique rayonné par un dipôle, puisque n'importe quoi, de toute façon, se décompose en collection de dipôles. Et tout est dans la formule du rayonnement dipolaire, ça c'est le champ électrique, ça c'est le moment dipolaire. Vous avez ici les termes de champ lointain en 1 sur R, ça c'est l'opérateur qui extrait la partie transverse en notation tensorielle, diadique. Et puis vous avez ici les termes en 1 sur R2, puisque là j'ai R, et les termes en 1 sur R3, ça c'est le terme électrostatique. Et vous voyez que ce terme, le terme électrostatique, va dominer lorsque R est plus grand que, et là vous voyez à nouveau 2π sur lambda. Donc la transition, encore une fois, vous le voyez ici, c'est lambda sur 2π. Donc chaque fois que les distances mises en jeu, c'est-à-dire que si vous vous intéressez à un point R qui est à une distance de la source inférieure à lambda sur 2π, alors c'est les termes électrostatiques qui dominent, c'est ça le champ proche. Voilà, c'est deux façons différentes de vous dire ce que c'est que le champ proche. Alors ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est des choses qui concernent le rayonnement thermique quand vous vous approchez des sources à des distances plus petites que lambda sur 2π, c'est-à-dire quand vous êtes dans le champ proche optique de ces sources. Et là, tout ce qu'on a appris à l'école est totalement inopérant, il faut revoir la description de ce qui se passe. Alors, je commence par discuter la densité d'énergie au-dessus d'une interface de SiC à température T. Il n'est pas question de dire qu'il y a une surface avec un coefficient R. Je vous l'ai dit, la physique du matériau est fondamentale. Tout va se passer aux interfaces. Donc, il n'est pas question de dire que l'interface est R égale à -1. Parce que là, on rate complètement la physique. Même que par exemple dans Casimir, vous mettez deux plans, on a l'essentiel de la physique, on dit que c'est un parfaitement conducteur, mais si on veut comparer aux manips, eh bien, il faut prendre en compte la vraie réflectivité de Fresnel des interfaces, et ce sont les pôles qui décrivent les placements de surface qui sont essentiels, et il faut les traiter si on veut une comparaison quantitative aux expériences.
le rôle essentiel dans Casimir, c'est les placements de surface. Donc on est obligé de regarder de façon précise ce que sont les propriétés optiques des matériaux ici. Donc c'est pour ça que je précise carbure de silicium ici. Ce dont je vous parle donc, c'est epsilon 0 E2 sur 2 plus B2 sur 2 mu 0, c'est-à-dire l'énergie électromagnétique par unité de volume. Je me mets là-bas très loin, et puis je vais me rapprocher de la surface, et je vais vous tracer ça. Donc si je suis ici, c'est en gros sigma T4. Alors je trace le spectre. Donc là vous avez les longueurs d'onde, là vous avez 1 qui correspond au maximum de la courbe de Planck, là vous reconnaissez l'enveloppe de la courbe de Planck. Là il y a un trou parce que ce matériau-là, SiC, est très réfléchissant, autour de 10 microns, et comme il réfléchit beaucoup, il n'émet pas beaucoup. Ce que je vous montre ici, c'est l'énergie émise par la surface. 100 microns, 100 microns, c'est le champ lointain. Pourquoi? Parce que là, à 300 Kelvin, le maximum de la courbe de Planck, c'est lambda mt, lambda fois T égale 3000 en micromètres Kelvin. Donc à 300 K, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes des sources d'infrarouge à 10 microns. Hein, la longueur d'onde centrale de la courbe de Planck, c'est 10 microns. Et donc 100 microns, c'est 10 fois cette longueur d'onde, donc c'est très grand devant 10 fois lambda sur 2pi. On est en champ lointain, on retrouve le résultat habituel. Maintenant, je passe à 1 micron, c'est-à-dire lambda pic sur 10. Donc, d'après ce que je vous ai dit, on est dans le champ proche. Et vous voyez que ça change. Alors, il y a deux choses qui changent. On voit très mal ici. Il y a un pic qui pousse, là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Et puis, l'échelle ici, c'est la même normalisation que là, et on a 15. On voit mieux ici, ça c'est 100 nanomètres. Alors 100 nanomètres, c'est petit si vous faites de l'astrophysique, mais 100 nanomètres pour des gens qui font de la microscopie de champ proche, c'est très très loin. Les distances typiques que l'on entre les pointes et les surfaces, c'est pour les STM, les microscopes à effet de tunnel, c'est quelques angstroms. Donc 100 nanomètres, on est encore très loin. Pour les microscopes à force atomique, on est sur des distances de l'ordre du nanomètre. Donc 100 nanomètres, c'est très loin. Et vous voyez que ceci est la distribution spectrale d'énergie ici au voisinage d'une surface. Si vous étiez un atome, une molécule d'eau, vous approchez de la surface, voilà le spectre du rayonnement thermique que vous verriez. Et non seulement vous verriez ce spectre qui peut paraître surprenant, parce qu'il est quasi monochromatique, alors je dis quasi parce que c'est par rapport à ça que je dis quasi monochromatique, évidemment c'est le reste de la physique de l'état solide, et pour les gens du LKB, c'est infiniment large. Mais là, regardez l'échelle, 20 000. Ça veut dire que si vous étiez donc une molécule d'eau vous approchant de la surface, vous trouveriez que quand vous approchez de la surface, il fait très très chaud. Mais pour très très, j'entends 4 ordres de grandeur. Donc la question c'est, d'où ça vient ça? Alors au passage, dire que c'est quasi monochromatique, en vertu du théorème de Wiener-Khinchin, ça c'est la densité spectrale d'énergie, donc le théorème de Wiener-Khinchin vous dit que vous êtes cohérent temporellement. Donc le rayonnement qui n'est pas du tout cohérent temporellement ici, parce qu'il est extrêmement large, devient ici cohérent temporellement. Donc en champ proche, c'est cohérent temporellement. Donc pourquoi, d'où ça vient? Alors d'abord, on pourrait penser que le carbure de silicium est un matériau étrange, il n'en est rien. Ça c'est du verre amorphe. Vous avez ici la même histoire, donc vous avez un spectre un peu plus compliqué, et vous voyez qu'il y a deux pics qui apparaissent. C'est exactement le même comportement. Alors ça ne marche pas avec tous les matériaux, ces pics apparaissent chaque fois que vous avez des phonons actifs infrarouges. Et donc ça, en fait, c'est la signature des phonons. Je vais y revenir. Donc, je reviens à ma formule de départ sur le dipôle, parce que ces choses qui semblent surprenantes que je viens de vous montrer sont contenues dans la formule du dipôle. On a un spectre étroit. Le spectre étroit, c'est parce que les sources de rayonnement sont c'est quoi les sources de rayonnement thermique? C'est le fait que vous avez agitation thermique, désordonnée, des charges dans la matière. Alors ces charges sont, si c'est un métal, des électrons libres essentiellement, et si vous avez des cristaux, eh bien c'est les atomes. Et ces atomes, dans le cas d'un cristal polaire, portent des charges, donc chaque maille d'un cristal est un dipôle aléatoire. Donc il rayonne. Ce dipôle aléatoire, si c'est un cristal, eh bien, il a une fréquence particulière de vibration. C'est sa signature. Et donc c'est tout simplement le fait que ce spectre ici correspond à la fréquence des phonons optiques, qui est parfaitement bien définie. C'est tout simplement ça qui explique la présence de ce pic. Pourquoi ce champ devient intense uniquement lorsqu'on est très près de l'interface?
Eh bien, c'est parce que vous vous approchez du dipôle, et c'est le terme qui est ici qui domine. Donc, si ceci est l'interface, il faut oublier la vision que l'on a d'un milieu continu ici. Il faut voir ça comme ce que c'est-à-dire une collection de mailles qui chacune ont un petit dipôle aléatoire. Et lorsque vous approchez de la surface, bien, vous vous rapprochez de ces dipôles. Et donc vous rentrez dans le champ électrostatique qui varie en 1 sur R3. Et c'est pour ça que ce champ devient très grand. Donc le spectre, eh bien, c'est tout simplement la physique des vibrations qui est là-dedans. Il y a une fréquence propre de vibration. Et puis, l'amplification du champ en champ proche, c'est ce terme qui domine. Voilà. La cohérence temporelle, eh bien, elle résulte de la largeur de la vibration. C'est essentiellement ça. Alors, voilà un petit dessin qui résume ce que je vous disais. Ça, c'est un modèle le plus élémentaire possible d'un cristal polaire. Donc, vous avez ici une maille avec 2 atomes. Ils portent des charges partielles. Voilà une charge positive, une charge négative. Voilà un exemple de mode de vibration, et donc là, la maille, on voit bien que c'est un dipôle électrique qui rayonne. Si je veux maintenant rejoindre la discussion habituelle du rayonnement thermique qui est faite dans les cours de physique statistique, on y écrit que la densité d'énergie, c'est le produit de 3 termes. La densité d'état, l'énergie de chaque mode, et puis le nombre d'occupations de l'état. Si l'énergie explose, c'est parce que l'un de ces 3 termes explose. Alors, ce n'est pas l'énergie H qui est fixée, ce n'est pas Bose-Einstein. Donc, évidemment qu'en réalité, ce dont nous sommes en train de parler, c'est de la densité d'état. Et donc là, il faut introduire non pas la densité d'état, mais la densité d'état locale. C'est la densité d'état au voisinage de l'interface qui présente cette propriété. Et pourquoi on a une densité d'état locale qui augmente? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état ici? Un état, c'est simplement une solution des équations de Maxwell. Donc, c'est une onde. Et dans le vide, on a uniquement des ondes planes. Ici, on a à l'interface des ondes de surface qui peuvent se propager. Ces ondes de surface, dans le cas des métaux, sont des placements de surface. Et dans le cas des cristaux polaires, on a quelque chose qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au placement de surface. Du point de vue de l'électromagnétisme, c'est la même équation, c'est la même chose. Et ça s'appelle des phonons polarisants de surface. Et ils ont une relation de dispersion qui est assez voisine. Alors physiquement, dans l'espace direct, voilà à quoi ça représente, ça ressemble. C'est une onde qui se propage parallèlement à l'interface, qui va décroître exponentiellement de part et d'autre, à cause du phénomène de profondeur de paux. En général, la décroissance est plus courte dans le matériau que dans le vide. À ceci est associée une oscillation de densité de charge. Vous pouvez le voir comme une onde de densité surfacique de charge, c'est ce que l'on voit ici. Et la relation de dispersion de cette onde de surface est représentée ici, la fréquence, les vecteurs d'onde. Vous avez ici la zone dans laquelle la constante diélectrique est négative, ce qui est une condition nécessaire pour obtenir une onde de surface. Et on a ici une asymptote. Donc cette asymptote correspond à la fréquence à laquelle on aperçoit le pic d'énergie. Pourquoi? Parce que cette asymptote, ça correspond à des ondes de très grands vecteurs d'onde, c'est-à-dire des ondes qui sont très confinées près de la surface. On retrouve ici, dans le langage de Fourier, ce que j'ai présenté avec mon dipôle dans l'espace direct. Des ondes de surface, pourquoi de surface? Parce que c'est les grands vecteurs d'onde, donc c'est des ondes très confinées près de l'interface. Et vous voyez que toutes ces ondes, elles sont toutes à cette fréquence particulière. Donc c'est ça la fréquence. Alors voilà pour l'explication de l'origine de ce phénomène physique. On peut faire un calcul asymptotique de la densité d'état au voisinage de la surface et on retrouve un comportement en 1 sur Z3. Et puis, voici une forme spectrale très simple, ça varie en 1 sur 1 plus epsilon. Ceux d'entre vous qui sont familiers avec la force de Van der Waals, entre une surface et un atome, on a exactement le même dénominateur. Et ce dénominateur ici est résonnant lorsque epsilon prend la partie réelle d'epsilon, prend la valeur moins 1. Et ça, c'est la signature de l'onde de surface, de la partie de l'asymptote de l'onde de surface. Alors, je vous ai parlé de cohérence. Donc, j'ai mentionné la cohérence temporelle, je l'ai déjà dit, puisque j'ai un spectre quasi monochromatique, alors uniquement dans le cas des cristaux polaires. Dans le cas des métaux, on va avoir ces mêmes phénomènes d'onde de surface. Peut-être je reviens là. Vous voyez que c'est complètement découplé. J'ai ici la variation spatiale en 1 sur Z3. Et j'ai ici la partie spectrale. Ce spectre va présenter des pics uniquement pour les cristaux polaires, ou pour les plasmons aussi. Mais les plasmons sont dans des niveaux d'énergie qu'on n'arrive pas bien à exciter thermiquement.
Les niveaux d'énergie sont trop élevés. Il faudrait chauffer à un point où on finirait par fondre son métal avant d'arriver à l'exciter bien. Donc ça ne joue pas beaucoup au niveau des placements. Et puis vous avez la partie en A sur Z3. Donc cette partie en A sur Z3, elle est toujours là, même si vous n'avez pas la résonance. Donc ça existe toujours. Donc pour les métaux, vous avez ces phénomènes, mais vous n'aurez pas forcément la résonance ici. Et donc le caractère de cohérence temporelle, il est vrai surtout pour les diélectriques. Il n'est pas vrai pour les métaux. Autre chose que j'évoque sans insister, c'est qu'en fait, ça, c'est la densité d'état électrique. Et quelque chose qui cesse d'être vrai et auquel on est habitué, parce qu'on pense toujours en espace libre, en vide, l'énergie électrique n'est pas égale à l'énergie magnétique. Pour une onde plane, l'énergie électrique est égale à l'énergie magnétique. Pour une onde évanescente, il suffit d'écrire le calcul, c'est pas vrai. Et ce qui se passe ici, c'est que l'énergie magnétique est beaucoup plus importante que l'énergie électrique en champ proche. Alors, l'aspect cohérence spatiale. L'aspect cohérence spatiale est lié au fait que, je reviens sur l'idée que je vous ai introduite d'un phonon polariton se propageant sur la surface. Donc voici à nouveau la surface sur laquelle se trouve ce champ. Il est excité thermiquement, mais une fois qu'il est excité thermiquement, j'ai donc un phonon. Un phonon polariton, c'est un phonon, d'abord et avant tout une onde mécanique. Et puis il se trouve que les atomes qui oscillent portent une charge, donc obligatoirement il y a bien un champ électrique qui va avec. Mais à la base, c'est un phonon. Bon, un phonon, par définition, c'est un mode étendu. Donc, si l'atome qui est ici vibre, l'atome qui est ici vibre également avec une relation de phase qui est fixée par le vecteur d'onde du phonon. Bien. Comme ces atomes portent des charges, il génère, lui, un champ ici, et puis celui-ci, un champ là. Et comme les mouvements mécaniques sont corrélés, bien, les champs sont corrélés. Donc, le champ ici est corrélé avec le champ ici. Donc, les champs électromagnétiques sont corrélés, il y a donc cohérence spatiale. D'accord ? Donc, on a une source thermique, et il y a cohérence spatiale. Alors, l'intuition que l'on a habituellement consiste à dire, ben là, il y a agitation thermique, il y a des électrons qui s'agitent en tous sens. Là aussi, il y a des électrons qui s'agitent en tous sens. Les champs juste au-dessus dépendent que des sources qui sont très très près. Et puis, c'est évidemment décorrélé. Le évidemment décorrélé étant lié au fait qu'on a oublié qu'éventuellement, il pouvait y avoir une onde de surface qui pouvait se propager et les mettre en ordre. Donc, dès lors qu'il y a cette onde de surface, on peut mettre en phase. Alors, pourquoi on ne le voit pas? On ne le voit pas parce que ce sont des ondes de surface, précisément. Ces ondes de surface, par définition, il faut aller en champ proche pour les regarder. Donc, dès lors qu'on se met en champ lointain, on ne voit pas ces effets. Donc, ces effets de cohérence spatiale existent, simplement, ils sont cachés, il faut aller les voir, il faut aller les chercher en champ proche. Et ce n'est pas forcément évident. Et on ne tombe pas dessus par hasard, il faut faire un petit effort pour le voir. Voilà l'origine physique de la cohérence spatiale, c'est l'existence de cette onde de surface qui se propage parallèlement à l'interface. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a d'abord calculé. On a donc calculé la fonction de corrélation du champ à une hauteur donnée et en fonction de ρ, la distance entre deux points. Donc voici la surface, elle émet, on peut calculer ce champ. Et voici ce que l'on trouve. Alors, je vais regarder, discuter cette figure. Ça, c'est du carbure de silicium. On a choisi deux longueurs d'onde ici, parce que je vous ai montré que la gamme où les ondes de surface existent est limitée en fréquence. Donc, on a choisi deux fréquences. Une fréquence où il y a des ondes de surface, qui est 11 microns, et une fréquence où il n'y en a pas, qui est 9 microns. Et voici la fonction de corrélation. Donc, la fonction de corrélation rouge, ici, est intéressante. Vous voyez que finalement, la cohérence est à extrêmement courte portée. Et puis, la bleue montre qu'il y a une corrélation à longue portée. L'échelle ici est en longueur d'onde. Et les longueurs d'onde, c'est 11 microns. C'est-à-dire que ça, c'est 55 microns. On arrive à avoir des cohérences sur des distances qui approchent le millimètre, en fait, quand on va dans l'infrarouge. D'accord ? Et ce qui pilote cette longueur de cohérence, c'est essentiellement la longueur de décroissance de l'onde de surface. C'est ça. Alors, la courbe rouge, elle est intéressante, cette courbe rouge, parce que, vous voyez, la flèche ici montre lambda sur 2. Quand vous avez un corps noir, en première approximation, on a tendance à se dire le corps noir, la longueur de cohérence spatiale est nulle, parce qu'on a tendance à penser que c'est l'objet le plus incohérent possible. En réalité, elle ne peut pas être nulle, puisque comme je vous le disais, vous avez des ondes qui toutes ont un vecteur d'onde de pi sur lambda, et vous n'avez pas des vecteurs d'onde plus grands.
Donc il n'est pas possible de fabriquer une fonction qui ait une structure avec une largeur 0. Donc c'est pas possible d'avoir une corrélation 0. La fonction de la cohérence du corps noir, c'est un sinus cardinal avec une largeur qui est lambda sur 2. Par contre, ici, vous voyez qu'on a beaucoup plus petit que lambda sur 2. Le lambda sur 2 est là. Et là, on a une longueur de cohérence plus petite. C'est-à-dire que quand vous êtes en champ proche, vous pouvez avoir, soit grâce à des ondes de surface, une cohérence spatiale beaucoup plus grande, soit parce que vous avez des champs à des échelles de variation beaucoup plus petites, une longueur de cohérence beaucoup plus petite que lambda sur 2. Les deux existent. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est très brièvement, en deux transparents, d'où sortent ces calculs. Donc l'idée consiste à finalement utiliser le formalisme des antennes, le formalisme de l'électromagnétisme, pour calculer le rayonnement thermique. Alors, historiquement, c'est intéressant parce que Lorentz a cherché à faire ça. Il a fait une série de conférences à Columbia en 1905, je crois, qu'il a publié en 1912. Donc ceux d'entre vous qui ont des articles en retard, vous voyez que ça date, c'est pas récent. Et dans ces articles, il cherchait à retrouver le rayonnement de corps noir, puisque c'était quand même un problème d'actualité il y a un siècle, et il cherchait à retrouver ça avec les équations de Maxwell qui n'étaient pas si vieilles. Alors, il exprimait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le rayonnement de corps noir est dû à l'agitation thermique des électrons, il s'occupait de métaux, et donc la source, c'est J, la densité de courant, c'est-à-dire ρ, V, V la vitesse des électrons. La puissance rayonnée, c'est le vecteur de Poynting, c'est quadratique, donc ça varie comme V carré. Et pour Lorentz, V carré, c'est kT sur M. Donc il ne retrouvait pas la fonction de Planck. Il a fallu attendre le théorème de fluctuation-dissipation dans sa version quantique pour que la fonction de corrélation des vitesses, ça fasse intervenir la fonction de Planck avec H. Et donc c'était un échec. Et donc ça a été oublié. Et c'est ressorti avec Ritov, puis Lifshitz, au moment de Casimir, quand on a calculé les forces de Casimir. Et ça a été appliqué pour le rayonnement thermique par Polder, le même que celui de Casimir-Polder, Polder et Vonov, pour calculer le rayonnement thermique dans les années 70-71. Donc la démarche est la suivante. L'idée, c'est chaque élément de volume ici a un courant aléatoire qui, en valeur moyenne, est nul. Le champ est relié linéairement au courant. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle le tenseur de Green. Donc là, on somme sur tous les éléments de volume pour avoir le champ. Mais ce n'est pas le champ qu'on mesure, c'est le carré du champ, l'intensité, et donc ça fait intervenir la fonction de corrélation des courants, qui est donnée par le théorème de fluctuation-dissipation. Et c'est donc proportionnel à la partie imaginaire aux pertes du milieu, ça c'est essentiel. Et puis voici la fonction de Planck, l'énergie moyenne d'un oscillateur. Voilà, donc c'est comme ça qu'on procède. Et l'immense apport de cette démarche consiste à être capable de calculer le champ près de la surface. Donc on a le champ proche, on n'a pas simplement la limite champ lointain. Alors où se trouvent les placements de surface là-dedans? Les placements de surface, ils sont cachés dans des pôles qui interviennent dans la fonction de Green du système. Donc ces pôles décrivent les excitations élémentaires de l'interface. Donc c'est là que toute la physique, elle est là-dedans, dans cet objet. Donc ça je passe. Ça peut se calculer, il n'y a pas de difficulté majeure. Aujourd'hui, ça se calcule numériquement. Alors, je vais vous montrer qu'on peut mesurer ces choses. Alors, expérimentalement, je voudrais mentionner quand même plusieurs choses. Je vais vous montrer une manip qui a été faite par Yannick de Wild d'APC. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, je vous expliquais que vous avez un gradient de densité d'énergie très fort. Donc, des atomes peuvent subir une force liée à ce gradient. Ça a été mis en évidence expérimentalement par John Obrecht, d'un groupe de Cornell, il y a 3 ans. On peut aussi chauffer des atomes. Donc ça, c'est quelque chose que Gilles observe et d'autres. Dès que vous avez des pièges magnéto-optiques, vous allez avoir absorption du champ électromagnétique thermique et transition, changement d'état, et donc à ce moment-là, perte d'atomes qui sont dans les pièges. Tout ça, ce sont des effets de rayonnement thermique champ proche. Là, c'est une détection du champ lui-même direct. Alors l'idée est la suivante, elle est schématisée ici. Vous avez une surface. Alors pour avoir un meilleur signal, on chauffe l'échantillon. On amène une pointe au-dessus de la surface.
et cette pointe se comporte comme un diffuseur. Donc l'idée est la suivante, voici l'interface, vous chauffez. Donc vous avez ici le rayonnement thermique habituel. Très près, je prétends donc qu'on a des champs beaucoup plus intenses, jusqu'à 1000 ou 10 000 fois plus intenses. On ne les voit pas parce qu'ils sont non radiatifs. Mais si on amène une poussière là-dedans, cette poussière est éclairée par ces champs intenses et elle les diffuse. Et à ce moment-là, on peut les détecter et les collecter en champ lointain. Alors on ne prend pas une poussière, on prend une pointe, qui est une pointe d'AFM, et on la plonge périodiquement, de telle sorte qu'on module le système. On utilise une détection synchrone pour étudier le signal. Et l'on arrive comme ça à imager le système sans l'éclairer. Donc c'est une technique de champ proche optique, mais sans éclairement. En fait, c'est l'équivalent d'une caméra infrarouge de champ proche. Alors ce que vous avez ici, c'est une image optique d'un échantillon. Ça, c'est un petit disque d'or déposé sur une surface de SiC. Là, vous avez une image AFM qui vous montre qu'il n'y a pas d'artefact, que la surface est vraiment lisse, qu'il n'y a pas de topographie. Et là, vous avez l'image qui est l'image du signal infrarouge. Donc on arrive à voir cet objet simplement par la lumière qu'il émet. Le signal est difficile à détecter, il n'y a pas beaucoup de photons, c'est dans la gamme des picowatts. Yannick a beaucoup travaillé pour y arriver. Ils ont passé 2 ans avant d'avoir un signal fiable, mais voilà, maintenant ils mesurent ça. Alors pour caractériser complètement ça, on a étudié un échantillon qui a été réalisé par Yongshen au LPN, qui est le suivant. L'idée est ici d'avoir des placements guidés sur un petit trait d'or. Donc là, on a une épaisseur qui fait une 50aine de nanomètres et une largeur qui varie entre 10 microns ici et 30 microns là. Donc ce que l'on a là, c'est une sorte de guide d'onde. Donc les placements sont des ondes de surface. Donc vous voyez, ils rebondissent ici, et puis là, ils sont réfléchis. Donc ça, c'est un guide d'onde à onde de surface. Et comme la largeur fait 10 microns, et que je m'intéresse à des ondes dont la longueur d'onde est de 10 microns, eh bien, j'ai un guide d'onde qui a une largeur qui varie entre 1 et 3 longueurs d'onde. Donc vous pouvez aussi le voir ceci comme une micro-cavité à placement de surface. Et donc, c'est une sorte de micro-corps noir à 2 dimensions. Les ondes sont les ondes de surface, elles sont piégées par le contour, et j'excite ça thermiquement. Alors qu'est-ce qui se passe si j'excite ça thermiquement? Je vois les modes. Mais ces modes sont discrets parce que l'objet fait quelques longueurs d'onde. Contrairement à ce que l'on fait, où vous savez qu'on utilise des conditions de Born-von Karman pour calculer la densité d'état et on dit qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe aux surfaces, ici c'est le contraire. C'est ce qui compte essentiellement, c'est les surfaces. On n'est pas du tout dans un régime où on a un continuum de modes, au contraire, on a quelques modes. Alors, si on image ceci, eh bien, on voit ces modes. Et vous voyez que l'on observe des structures interférentielles. Et en fonction de la largeur, on observe ici 3 maximum ou 5 maximum. Donc, thermiquement, simplement en chauffant le système, on voit la densité d'état du système qui oscille parce que le système fait quelques longueurs d'onde. Donc ça, c'est la première démonstration expérimentale de la cohérence de rayonnement thermique. Vous avez une cohérence puisque vous voyez des interférences, vous voyez des oscillations. C'est du rayonnement thermique qui est cohérent. Et on est allé le voir directement en champ proche. Et puis ici au bout, vous avez un effet de cavité, vous voyez, avec une structure un peu particulière. Alors, une application de ça, c'est faire de l'imagerie, donc de densité d'état d'onde de surface. Quelque chose qui est en cours, c'est d'utiliser ça pour faire de la spectroscopie. Dans la première figure que je vous ai montrée, vous avez vu qu'il y avait des pics. Ces pics sont très intéressants parce qu'ils existent en champ proche, donc on peut les détecter avec une résolution transverse de 100 nanomètres. Et la position du pic vous renseigne sur la nature chimique du matériau. C'est-à-dire qu'on peut faire de la spectroscopie locale en faisant l'imagerie de signal thermique émis. Donc ça, c'est en cours. Il faut coupler cette mesure à un spectromètre. Je vous ai dit que le signal n'était pas très important. Il faut mettre ça dans un spectro à transformer de Fourier. C'est faisable. Normalement, on doit y arriver. Yannick travaille sur ce sujet. Maintenant, je voudrais passer à autre chose. Je voudrais vous montrer comment on peut faire de l'émission cohérente spatialement. Alors, l'idée est la suivante. Je vous ai dit qu'on a des ondes de surface, et je vous ai dit que précisément parce que ce sont des ondes de surface, on ne les voit pas. Elles restent sur la surface, et c'est bien pour ça que tout ça, on ne s'en est pas aperçu plus tôt. Mais, on peut mettre un réseau sur cette surface. Et si on met un réseau, le réseau va diffracter l'onde de surface. Comme la relation de dispersion de l'onde de surface, pour une fréquence donnée, vous fixe un vecteur d'onde bien défini, alors, quand vous le translatez de pi sur d, vous aurez une direction d'émission bien définie. Donc, il y aura une direction où ça va se coupler. Et donc, cette structure qui ne rayonne très peu, vous vous rappelez, il y avait un trou d'émission,
parce que ce matériau est très fortement réfléchissant, donc il n'émet pas. Si vous mettez un réseau, il doit pouvoir émettre dans une direction particulière et une seule. Alors c'est ce que l'on a fait. Il ne faut pas se tromper sur le pas du réseau, il ne faut pas se tromper sur la hauteur du réseau. C'est un phénomène très résonnant, on ne peut pas l'estimer. Il faut faire des calculs numériques exacts pour dimensionner et avoir un couplage maximal. C'est faisable. Il faut ensuite fabriquer exactement ce qu'on a calculé, mais Yongshen sait faire ça. On est quand même sur des échelles de l'ordre du micron, donc c'est quand même plus facile. Donc ça, c'est une image, ce que je viens de vous montrer, c'est une image de microscope à force atomique de l'échantillon réalisé au LPN. Et ce que je vous présente ici, c'est le résultat de mesures. Donc la manip, elle est sur le plan du principe simple, c'est comme de l'infrarouge. Donc vous avez l'échantillon qui est là, un détecteur infrarouge, vous mettez un filtre interférentiel qui sélectionne une fréquence particulière, et on tourne l'échantillon. C'est tout. On enregistre ce qu'il émet. Et l'on voit qu'il émet uniquement dans deux directions. Donc ça ressemble à des lobes d'émission d'antennes. Et ça, c'est la signature expérimentale du fait que votre source est une source cohérente. La largeur angulaire, ici, si c'était une antenne, on dirait que c'est lambda sur la taille de l'antenne. Ça serait limité par la diffraction. Ici, ce qui nous limite, on a pris soin d'avoir un échantillon suffisamment grand, ce qui nous limite, c'est la longueur de cohérence du système. Donc la largeur angulaire ici du pic nous donne directement la longueur de cohérence du champ électromagnétique sur la surface. Et on trouve des longueurs de cohérence qui font quelques dizaines de longueurs d'onde. Vous voyez qu'on est loin de l'hypothèse des livres qui disent que le champ est delta corrélé sur les surfaces quand c'est du champ thermique. Parce qu'en plus c'est de l'infrarouge, donc comme je vous le disais, on n'est pas très loin, on est sur des centaines de microns et on commence à se rapprocher du millimètre. Alors ça c'est juste pour vous, ça c'est une comparaison théorie-expérience, le message ici est double. Si on utilise les données des livres qui sont prises à l'ambiante, ça ne marche pas. Les indices changent de façon non négligeable lorsqu'on chauffe le matériau. La mesure expérimentale en vert ici est une courbe d'émission, on a chauffé le matériau. Mais si on fait une mesure expérimentale de cet indice à la température de travail qui était 800 Kelvin, alors vous voyez que l'accord est excellent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des choses qu'on peut maîtriser assez bien. Du moment qu'on a le bon indice, le calcul des propriétés électromagnétiques de ces réseaux, c'est des choses qui se maîtrisent bien et on a d'excellents accords. C'est des choses qu'on peut vraiment contrôler, manipuler. Alors, c'est cette idée de cohérence spatiale. C'est peut-être, il faut préciser que je ne parle ici que de cohérence de champ. Je ne parle pas de corrélation d'intensité, qui est le sujet essentiel de la cohérence en optique quantique. Je ne parle que de cohérence de champ ici, c'est-à-dire de cohérence de deuxième ordre. Et c'est donc que du filtrage. C'est entièrement décrit par Wiener Kinchin, donc ce n'est que du filtrage, ce dont je parle ici. Vous pouvez toujours améliorer la cohérence temporelle ou spatiale en filtrant. Donc, cohérence temporelle, vous mettez un filtre monochromatique et vous améliorez. Cohérence spatiale, vous choisissez un vecteur d'onde et ça devient directionnel. Ce n'est que ça. Donc finalement, ce réseau et ce placement de surface, l'ensemble des deux, est un filtre qui, quelque part, permet aux photons qui sont générés dans la masse du matériau ici, de sortir, c'est-à-dire d'être transmis. C'est comme ça qu'il faut voir une image physique très simple de ce qu'est l'émission thermique. C'est vraiment une transmission à l'interface. Imaginez que vous avez ici une soupe de photons en équilibre thermique avec la matière. Ils arrivent ici sur l'interface et ils sont soit réfléchis, soit transmis. Une fois qu'ils sont transmis, vous les appelez photons émis. Donc l'émissivité n'est que la transmission. Une fois qu'on a compris ça, la loi de Kirchhoff devient évidente. La loi de Kirchhoff vous dit que l'absorption est égale à l'émission. Une fois qu'on a compris que l'absorption, c'est le facteur de transmission dans un sens et l'émission, c'est le facteur de transmission dans l'autre sens, la loi de Kirchhoff n'est qu'une conséquence immédiate du théorème de réciprocité. Et on peut la démontrer du coup comme cela, ce que l'on a fait. J'ai fait ça parce que, avant de faire tout ça, je n'y croyais pas au rayonnement thermique cohérent. J'espère que maintenant vous trouvez que c'est évident. J'ai mis 10 ans à le trouver évident, mais au départ je n'y croyais pas. Et pour me convaincre de ça, il a fallu démontrer la loi de Kirchhoff. Parce que la loi de Kirchhoff prédit toutes ces choses-là. La loi de Kirchhoff vous permet de calculer l'absorption par un réseau et vous trouvez cette chose directionnelle. Et donc vous vous dites, mais est-ce que c'est vrai que ça émet dans une direction? Vous dites, c'est pas possible, parce que ça serait comme un laser. Donc on remet en cause la loi de Kirchhoff.
Mais donc, si on réfléchit bien, on arrive à démontrer la loi de Kirchhoff à partir du principe de réciprocité. Une remarque au passage, j'ai comparé au laser. Ce n'est pas du tout un laser. J'ai dit que c'était cohérent. Je n'ai jamais dit que c'était un laser. C'est cohérent parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait du filtrage. L'association onde de surface plus réseau, surtout pas le réseau tout seul. Le réseau n'est qu'un prétexte dans cette affaire. Ce qui est essentiel, c'est l'onde de surface. L'association onde de surface réseau me permet de choisir une direction où les photons vont pouvoir sortir, et uniquement ceux-là, ceux qui ont la bonne fréquence et la bonne direction. C'est pour ça que j'ai un rayonnement directionnel. Mais j'en ai pas beaucoup. Dans ce mode, j'en mets le nombre que Bose-Einstein m'autorise, et jamais plus. Je vous ai rappelé, j'ai utilisé fluctuation-dissipation, c'est de l'équilibre. Et donc, dans un mode, le nombre d'occupations, c'est Bose-Einstein. Un laser, c'est quand le nombre d'occupations d'un seul mode est très grand. Et ça, je ne suis jamais dans cette situation. Donc, je suis cohérent, mais ça n'a rien à voir avec un laser. Alors, cet aspect de filtrage, on peut trouver des tas d'autres systèmes qui le font. On peut imaginer des guides diélectriques avec des modes ici, et puis ensuite on met un réseau dessus pour le coupler, et ça va faire une sorte de pseudo-onde de surface. On peut imaginer des cavités ici, qui sont couplées par des ondes de surface là. Alors ça, c'est un système qui est très intéressant parce que l'onde de surface, comme je vous l'ai dit, décroît au fur et à mesure de sa propagation. Mais quand elle arrive dans cette cavité, elle se régénère, parce qu'il y a résonance dans la cavité. Et avec cette astuce, on peut augmenter la longueur de cohérence de façon significative. On peut utiliser des miroirs comme ça. On a des modes d'interface ici, ou même des systèmes désordonnés. Vous concevez qu'on puisse faire du filtrage avec des systèmes comme ça. Et donc, on peut faire de l'émission directionnelle, cohérente spatialement. Bon, on peut le faire à 2D. Je voudrais passer un peu de temps sur d'autres sujets. Alors, il y a des applications à ceci. On peut faire des sources infrarouges qui sont donc relativement sélectives en fréquence. Il y a des applications pour la détection de gaz. Il y a des applications aussi au thermophotovoltaïque. Alors, je veux maintenant garder un peu de temps pour parler des transferts. Ah oui, j'arrive à la fin. Je voudrais vous parler de transferts radiatifs en champ proche. Ce que je vous ai montré tout au début, c'est que la densité d'énergie très près de la surface augmente énormément. J'ai évoqué le fait que vous auriez chaud si vous étiez une molécule d'eau qui se rapproche de l'interface. Si vous avez deux surfaces séparées par une distance d, il va y avoir un flux. Alors, ce flux de chaleur est essentiellement lié à l'émission de photons et l'absorption de photons par la surface en vis-à-vis. Et ça ne dépend pas de la distance. Tout photon qui part va arriver. Donc c'est complètement indépendant de la distance du moment qu'on regarde une géométrie plan-plan. Alors ça a été pas mal étudié, ça. Avec d'ailleurs initialement une motivation qui était liée à des mesures expérimentales anormales faites sur des écrans radiatifs à l'époque aux États-Unis dans les années 60, à l'époque où les gens cherchaient à développer des manteaux isolants pour les astronautes qui allaient sur la Lune et qui allaient avoir froid. Si on se refroidit quand on est sur la Lune, ce n'est pas à cause des courants d'air, c'est uniquement à cause du rayonnement. Et donc il faut des écrans radiatifs. Donc les gens ont fait des écrans radiatifs, c'est-à-dire des empilements de miroirs. Et les mesures expérimentales ont montré qu'il y avait une anomalie, ça transmettait trop bien la chaleur, c'est-à-dire qu'il ne marchait pas bien. Et la raison est que si la distance ici est inférieure à une dizaine de microns, alors évidemment on ne mettait pas des distances de 10 mm parce qu'il fallait en faire un vêtement, donc il fallait que ce soit relativement compact. Et donc vous l'avez compris, hein, si les ondes évanescentes, leur portée est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde thermique, c'est-à-dire quelques microns. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Et ensuite, Polder a fait la théorie de ceci en 1971, mais motivé par des mesures expérimentales qui avaient été faites par des ingénieurs qui bossaient pour la NASA. Alors voilà à quoi ça ressemble si je fais le calcul. Ça, c'est la distance. Là, ce que je retrace, c'est un coefficient qui est tel que le flux thermique est ce coefficient que j'appelle H fois l'écart de température. Et D est la distance entre les deux. Quand je décroît la distance, vous voyez que là, on a un régime où ça ne dépend pas de la distance, c'est-à-dire le régime champ lointain, et puis brutalement, ça se met à en dépendre très fortement. Et on peut arriver, donc là, typiquement, c'est de l'ordre de 3. Là, actuellement, vous échangez avec les murs environnants, ou avec moi, si on a une écart de température. Et le coefficient H, en watts par mètre carré et par Kelvin, c'est 3,4. Et puis ça devient, vous voyez, si on était à 10 nanomètres, ça devient 10 000. C'est pas rien, une augmentation de 4 ordres de grandeur. Alors, si on regarde le spectre, dans le cas
d'un verre ou d'un SiC, c'est-à-dire un matériau polaire, on retrouve ce dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire qu'en fait, tout ça, ça a lieu à une fréquence bien particulière, qui est la fréquence propre de vibration des matériaux. Donc, non seulement ce flux est énorme, mais en plus, il est quasi monochromatique, ce qui est surprenant pour un rayonnement thermique. Alors, est-ce qu'on l'a vu expérimentalement, ça? Mais il y avait des anomalies observées, mais c'était très loin de coller avec la théorie, donc dans les années 70, je l'ai dit. Plus récemment, donc ça c'est un PRL de 2005, on a utilisé un STM, donc ça c'est un groupe à Oldenburg qui a recouvert une pointe de STM, donc de microscope à effet tunnel, avec de l'or, de telle sorte à former localement un thermocouple. Cette pointe, qui est donc un nanothermocouple, est amenée près de la surface. On contrôle très bien la distance et on peut mesurer ainsi la température de la pointe et donc le flux échangé entre la surface, qui est très froide, et la pointe. Et l'on a ici, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ça, c'est donc le flux échangé. Vous avez une échelle logarithmique ici. Et donc quand vous repassez, par exemple, ici de 10-7, c'est-à-dire 100 nanomètres à 10 nanomètres, vous voyez que l'accroissement ici est de 2 ordres de grandeur. Donc votre flux, effectivement, ça a été observé, on voit un accroissement du flux thermique entre une pointe et une surface de 2 ordres de grandeur. Donc là, clairement, si vous voulez modéliser les flux thermiques entre une pointe et une surface quand les distances sont de l'ordre de 20 nanomètres et que vous utilisez ce qu'on apprend à l'école qui est epsilon sigma T4, vous trouvez de plusieurs ordres de grandeur, clairement. Et c'est un fait expérimental aujourd'hui, ce n'est pas simplement le résultat des théories de Polder-Ronov. Alors plus récemment, il y a Gang Chen au MIT qui a fait des mesures et on retrouve ce type de comportement. Là aussi, vous voyez qu'on a 2 ordres de grandeur de variation sur le flux pour une gamme de variations de distance qui est pas tout à fait la même. On est sur des distances un peu plus grandes. Là, il s'approche à 100 nanomètres au plus près. Mais vous voyez qu'il y a quand même énormément, ça c'est encore toujours une échelle log. Vous voyez que le bruit des données est quand même considérable ici. Et là aussi, on a quand même un bruit. La même chose, c'est une échelle log. Vous voyez qu'on a quand même énormément de bruit sur ces mesures. Donc, on n'est pas encore dans la phase où l'on peut vraiment valider expérimentalement la théorie. Il y a trop d'écart à ce stade. C'est un problème qui est très analogue au problème de Casimir, qui a été prédit au même moment. Et les mesures expérimentales de force sont arrivées il y a une dizaine d'années avec vraiment des niveaux de précision de l'ordre du %. Vous voyez que là, sur ce sujet, on a grosso modo une dizaine d'années de retard par rapport à Casimir. Et on a fait ça au laboratoire. Donc ça, je vais vous présenter des résultats qui ont un mois. Je vais essayer d'aller vite. C'est une collaboration avec le groupe de Joël Chevrier à Grenoble qui justement a développé un instrument de mesure de force de Casimir en essayant d'optimiser complètement la précision de la mesure. Alors, le système sur lequel on va travailler n'est pas un système plan-plan qui, sur le plan théorique, est idéal. C'est un système sphère-plan. Le système sphère-plan a un immense avantage, c'est que le problème de parallélisme disparaît. Expérimentalement, c'est quand même beaucoup plus simple d'amener une sphère près d'un plan. La géométrie relative est toujours la même. Vous ne pouvez pas vous tromper. Par contre, le flux ici varie en 1 sur D2. Et là, le flux de champ proche varie en 1 sur D. Donc le phénomène est un peu moins violent. Et les variations d'ordre de grandeur vont être moins spectaculaires. Alors c'est le type de géométrie qui est utilisé pour les mesures de force de Casimir. Les ordres de grandeur de ce que l'on cherche à mesurer entre une pointe et un plan, c'est pour un écart de 1 Kelvin, c'est de l'ordre du nanowatt. On va typiquement avoir des écarts de température de 10-20 Kelvin, donc il faut qu'on mesure des flux de l'ordre de la dizaine de nanowatts. Alors, avoir des flux-mètres sensibles au niveau de 10 nanowatts, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelque chose qui marche très bien, c'est ça. Donc ça, c'est un levier en nitrure de silicium recouvert d'or. Donc ça, c'est un bimorphe. Quand vous le chauffez, les coefficients de dilatation étant différents, il va s'incurver. Et l'on peut mesurer le déplacement du bimorphe. Alors, la géométrie retenue est la suivante. On a l'échantillon qui est en dessous, donc le flux passe comme ceci. Et le mouvement induit va être parallèle à la surface. L'amplitude du mouvement est très faible, ça va être de l'ordre de 30-40 nanomètres, donc c'est vraiment un mouvement parallèle à la surface. Cette géométrie est intéressante parce que comme ça on évite de mélanger le déplacement dû au flux thermique avec le déplacement dû aux forces de Casimir ou aux forces électrostatiques. Ici on va travailler avec une surface de verre et une sphère de verre, de telle sorte que les forces électrostatiques, il y en a certainement,
Et donc, avoir comme ceci le mouvement parallèle permet de découpler les phénomènes de force et les phénomènes dus au transfert thermique. La mesure du déplacement du bras de levier ici, elle est faite optiquement. On amène une fibre optique qui se réfléchit, et donc on a ici un phénomène d'interférence. On va détecter le signal. La mesure va être faite en mode distance constant, c'est-à-dire que lorsque donc ce que l'on fait, c'est qu'on déplace la surface ici. En déplaçant cette surface, on augmente le flux, donc le chauffage augmente, le bras de levier se déplace, et donc on recule la fibre optique. On recule la fibre optique de telle sorte que la géométrie ici soit toujours la même, et ça c'est fondamental, parce que sinon, il y a toujours une partie du flux optique ici qui est absorbée, et ça, ce serait un flux parasite. On cherche des très petits flux. On cherche à mesurer des dizaines de nanowatts. Si là, on a quelques microwatts là-dedans, on va absorber une petite fraction de quelques microwatts, même si c'est de l'or, on va absorber, ça reste beaucoup. Donc, il y a toujours absorption, mais on est certain qu'elle est constante. Et elle est constante avec une excellente précision. Alors ça, c'est la mesure brute. Donc, on a ici la distance entre la sphère et le plan en nanomètres. Et vous voyez qu'on a effectivement un accroissement considérable du flux. Et ce que l'on a fait, c'est comparer avec la théorie. Alors la théorie est une théorie qui est faite pour le plan-plan. Donc pour une sphère plan, on découpe la sphère en plans parallèles et on intègre. Donc c'est l'équivalent de ce que font les gens ils appellent ça la proximity force approximation pour la force de Casimir, c'est la même démarche. Alors voilà un petit problème que l'on rencontre, c'est que la sphère n'est pas parfaite. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au contact sphère-plan, ben vous n'êtes pas vraiment au contact. C'est une petite saleté qui est au contact. Et ça introduit un décalage dans le zéro de notre courbe. Et ça, il faut absolument le prendre en compte dans la modélisation. Sinon, on n'a pas d'accord quantitatif. Mais c'est quelque chose qui est parfaitement reproductible et qu'on peut caractériser. Ce que je vous montre ici, c'est des courbes de flux lorsqu'on varie delta t. Et vous voyez que le flux est effectivement parfaitement proportionnel à delta t, de telle sorte que l'on a bien une conductance, et c'est bien une conductance que l'on va caractériser. Et là, je vous montre en rouge le calcul théorique, et en point noir les points expérimentaux. Il n'y a que deux paramètres ajustables. Il y a d'une part le décalage de zéro qui représente l'épaisseur non contrôlée de la poussière, et il y a d'autre part un facteur multiplicatif sur l'échelle d'ordonnées, parce que l'on n'a pas calibré de façon absolue la réponse du flux mètre. Donc ce sont les seuls deux paramètres ajustables. Vous voyez que là, on rend compte parfaitement de toute cette gamme, et très clairement ici, c'est la contribution champ proche, et là on est dans la zone champ lointain. Le niveau de précision sur cette figure est meilleur que 1%. C'est-à-dire l'écart maximal entre les points expérimentaux et la courbe est de l'ordre de 1%. Si on va jusqu'à 5 microns, là, le signal baisse ici, le bruit devient plus important, et l'erreur maximale est de 4%. Donc là, on a vraiment un accord quantitatif. Oui? Est-ce qu'il reste une discontinuité thermique quand on touche vraiment? Ou est-ce que toute la discontinuité est Alors ça, c'est la question. Je finis, et je te réponds juste après. Donc ça, c'est en échelle log. On voit bien qu'on rentre dans le régime asymptotique de champ proche en 1 sur D. On n'y est pas complètement. Et donc les applications de ce genre de problème, c'est bien, il y a des objets technologiques qui commencent à exister aujourd'hui qui sont les systèmes nano-électromécaniques. Et si on veut décrire tout simplement sur un plan ingénieur la thermique de ces objets, eh bien on est obligé de prendre en compte les phénomènes dont je vous ai parlé. On peut imaginer d'utiliser des structures comme ça pour faire du chauffage localisé. Et puis, aujourd'hui, pour le stockage magnétique, sur les disques durs, les champs magnétiques coercitifs qu'il faut vaincre sont trop importants. On est obligé de chauffer localement pour réussir à faire cela. Donc, ce problème se pose. Les têtes de lecture aujourd'hui dans les disques durs sont à 20 nanomètres de la surface. Donc, on est complètement dans le régime dont je vous parle. Voilà, donc je résume brièvement tout ce dont je vous ai parlé. La densité d'énergie augmente et devient quasi monochromatique près d'une surface. On peut observer ces champs en champ proche directement. En amenant une pointe, on les détecte. On peut utiliser la cohérence spatiale des champs électromagnétiques dus aux ondes de surface pour les faire diffracter par des réseaux et donc créer des sources thermiques directionnelles. Donc c'est ce qu'on a appelé l'émission thermique cohérente.
à cause de la densité d'énergie très intense ici, si l'on amène une deuxième surface en vis-à-vis, il y a des transferts de chaleur extrêmement importants qui sont monochromatiques dans le cas des cristaux polaires. Et on a réussi à donc mesurer quantitativement, on a trouvé un excellent accord entre la théorie qui date de 71 et les mesures qui datent d'il y a 3 semaines. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais répondre à Bernard. Oui, on va peut-être, si je veux bien répéter tes questions. Pour le micro, pour l'enregistrement. Dans la mesure où on rencontre une forte augmentation du transfert thermique quand on s'approche en champ proche, est-ce qu'il reste une discontinuité quand on touche vraiment la surface? Donc c'est une question qui est très importante. On y a répondu avec un résultat que je n'ai pas présenté aujourd'hui, qui est le calcul de transfert de chaleur entre 2 nanoparticules. On a fait ce calcul en dynamique moléculaire et on a regardé comment le flux était échangé entre 2 nanoparticules au fur et à mesure que l'on se rapproche. Et effectivement, il n'y a pas de discontinuité. C'est-à-dire que ce que j'ai appelé ici transfert radiatif champ proche ou électromagnétisme de champ proche ou optique de champ proche comme on veut, ce n'est qu'une interaction de Coulomb. Et ce qui est caché dans la conduction, parce qu'évidemment, ce qu'on a en tête, c'est que quand ça touche, c'est de la conduction, et quand c'est là, c'est du rayonnement, et ça n'a rien à voir. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans la conduction? Dans la conduction, il y a des ressorts entre les atomes, c'est ça qu'on met lorsqu'on étudie les phonons, et toute la théorie de la conduction se fait en termes de phonons. Alors, qu'est-ce qu'il y a caché derrière les ressorts? C'est des potentiels d'interaction, et la physique derrière le potentiel d'interaction, c'est Coulomb. Et ce que j'appelle rayonnement, c'est Coulomb. Donc en fait, c'est la même chose. Et donc quand on est dans ce régime, eh bien, il n'y a plus de différence vraie entre le rayonnement et la conduction. Et on est dans une sorte de transition continue. Alors j'en avais discuté avant de faire les calculs avec des gens et on s'était dit que peut-être qu'il y avait une signature de la conduction quand les potentiels répulsifs commencent à vraiment jouer un rôle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de contact suffisamment important. Quand on fait les calculs de dynamique moléculaire, il apparaît que finalement ces potentiels répulsifs, la plupart du temps, ne sont pas sollicités. Donc non, on ne voit pas de discontinuité forte. Alors cela dit, ça c'est un seul calcul qui a été fait sur un seul système. Donc j'aimerais bien qu'il y ait plus de choses. Mais voilà ma compréhension de cette question actuellement. Merci. Je profite ici de saluer la mémoire de Fortunato, dont tu es un des... Voilà, qui est de ma promotion, qui est décédé il n'y a pas trop longtemps. Ma question va concerner le fait que, de temps en temps, tu nous as dit, lambda, enfin, si je reprends un moment, j'étais dans le PRL 82, page 1660, 1999, je ne sais pas si tu vois ta diapo. Et tu nous dis du ρ sur lambda, et donc tu nous dis c'est exprimé en longueur d'onde, c'est en K. Non, c'est en longueur d'onde, c'est une distance spatiale. Oui, non, mais je veux dire, c'est dans l'espace dk. Non, je traçais la fonction de corrélation, en fait c'est le degré spectral de cohérence pour utiliser le jargon de Wolf, donc la fonction de corrélation du champ en fonction de la distance spatiale. Donc le système est le suivant, voici la surface, je regarde ici à un z donné le champ, je regarde le champ là, et je fais varier la distance entre les deux. Et l'abscisse, c'est ça, c'est la distance entre les deux. Et l'unité utilisée est la longueur d'onde. Et ce que je montrais, c'est qu'il y avait une oscillation, dont la période est typiquement la longueur d'onde, avec une décroissance exponentielle qui est donnée par la longueur de décroissance de l'onde de surface. Et donc ton ρ sur lambda, ρ n'était absolument pas la courbure. C'est la distance. Non, c'est pas du tout la courbure, c'est la distance entre deux points. Bon, là je m'étais au moins trompé. Et la deuxième chose, c'est à quel moment, quand tu prends EJEK égale somme de JJ, hein, d'accord, tu dis dans G sont cachés les pôles des ondes de surface. Les pôles d'interface, hein, on est au-delà de la surface. Oui. Tu peux nous le décrypter juste un tout petit peu? Oui.
Alors, mais ta question est technique, hein? Parce que c'est un point technique, ça. La physique est la suivante. Ce que j'appelle le tenseur de Green, c'est le champ rayonné par un dipôle. Donc le champ rayonné par un dipôle, c'est ça, plus ça, qui se réfléchit ici, et qui fait ça. Donc on a deux termes. Le terme qui est ici dépend donc de la réflexion de la surface. Alors, le facteur de réflexion Fresnel habituel, et il n'a rien de particulier. Maintenant, si la source est ici en champ proche, alors je vais exciter les ondes évanescentes qui sont là. Et ces ondes évanescentes sont des modes propres de la surface, donc ils ont une réponse résonante. Donc quand je décris le champ rayonné par le dipôle, il y a un terme qui est des ondes planes, et puis un terme qui est aussi des ondes planes multiplié par le facteur de Fresnel. Et ce facteur de Fresnel, dont le calcul de taupe reste valable, même si K parallèle est supérieur à oméga sur C, c'est-à-dire pour des ondes évanescentes, il a un pôle, c'est-à-dire qu'il a une résonance qui traduit la présence du mode de surface. Voilà. Ah non, c'est Achim, mais il est beaucoup plus jeune. Le papier est de 2005. Hein. Il doit avoir l'âge d'être le petit-fils, mais il est allemand. Donc je crois qu'il n'y a aucun rapport. Oui, si j'ai bien compris, l'exaltation de la densité d'énergie au voisinage de la surface, c'est dans les matériaux où il y a des phonons optiques, disons, qui ont une fréquence relativement bien caractérisée. Alors, oui, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a toujours un phénomène de champ proche. C'est ce que j'ai montré sur une formule où j'avais la densité d'état. J'ai toujours un phénomène de champ proche. Et il est particulièrement intense pour certaines fréquences s'il y a un mode. Mais par exemple, si je prends les métaux à basse fréquence, micro-ondes, infrarouge, là, je n'ai pas d'excitation de surface, mais j'ai quand même des phénomènes de champ proche très intenses. Et c'est en 1 sur Z, et j'ai vraiment des ordres de grandeur d'augmentation de l'énergie. Et je n'ai pas d'excitation spécifique. C'est le sens de ma question. Sur les courbes que tu as montrées à la fin, où c'est les histoires d'écran thermique, et il y a une courbe pour un métal et une courbe pour le carbure de silicium, on a l'impression que l'effet d'exaltation de la conduction thermique est le même pour les deux matériaux, alors qu'on s'attend à ce que pour l'un, il y a un mode particulier qui devrait donner une densité d'énergie très grande, alors que pour l'autre, il n'y a rien de spécial. Sur le flux, je ne vois pas de quelle courbe tu parles. Voilà. Celle-ci. C'est nitrure de gallium. Alors ça, c'est or, et ça, c'est or nitrure de gallium. Mais là, par contre, on a effectivement une petite différence de niveau. Quand on fait les calculs, ce que l'on voit, c'est que les flux entre les métaux sont plus faibles, à distance équivalente, que les flux entre les diélectriques. Donc c'est entre les diélectriques, c'est pour ça qu'on a choisi vert-vert, ça c'est de la silicise. Si on a au moins un ordre de grandeur de moins entre deux métaux. Et c'est pas résolu spectralement. Alors, une remarque, si je mets un autre diélectrique, si par exemple je faisais vert GAN, ça marcherait beaucoup moins bien, parce qu'il y en a un qui émettrait spectralement ici, et l'autre qui absorberait là. Donc ça ne marcherait plus. Donc c'est GAN vert, par exemple, ça ne marcherait pas. Métal-métal, comme c'est large spectre, il n'y aura pas ce problème. Donc si on a un métal A, métal B, ça ne changera pas énormément. Oui. Oui, là les surfaces considérées sont les surfaces d'objets semi-infinis, mais si on réduit l'épaisseur de cet objet à une épaisseur plus petite et la longueur évanescente, il y aurait des couplages, j'imagine, entre les ondes de surface au-dessus et en dessous. Et quelles sont les conséquences et quelle est la limite lorsque ces surfaces tendent vers zéro? Quelles sont les conséquences sur ces phénomènes? Alors oui, bien sûr. À partir du moment où l'épaisseur devient plus petite que la profondeur de peau, ça va changer. Oui. Donc si par exemple on imagine une couche métallique déposée sur un diélectrique qui échange de l'énergie avec une sphère métallique, le flux va baisser. Tout simplement, parce que la zone avec laquelle ça échange de l'énergie va réduire. Donc en quelque sorte, ça ne sera semi-transparent. Et donc le flux émis par cette couche sera plus faible. C'est ça qui se passera, je pense. Donc ça va vers la transparence, essentiellement. Comment? Ça va vers une transparence plutôt que... Oui, ouais. Oui, c'est ça.
Il y a une échelle caractéristique, donc si on passe en dessous, on va aller vers la transparence. Oui, j'ai une question. À un moment donné, tu as dit que la physique, la radiation est proportionnelle à un facteur thermique, la distribution de Bose-Einstein, peut-être quelque chose d'autre, et la densité des états locaux. Alors, dans cette image, on a l'impression que si tu as une variation de la densité des états en espace, comme il est le cas ici à l'échelle nano, il y aura même un flux thermique s'il n'y a pas de gradient de température, parce que la densité des états varie. Donc, apparemment, ça va s'arranger quelque part dans la formule avec les deux fonctions de Green. Non, non. Donc, est-ce qu'il y aura, donc tu confirmes? Non, si c'est la température qui régit. Si c'est isotherme, il n'y a pas de flux. Je sais, c'est la thermodynamique élémentaire. Mais quand tu dis au même moment que c'est proportionnel à la densité des états locaux, la densité d'énergie. La densité d'énergie, je n'ai pas parlé. Ce à quoi tu fais référence, c'est quand j'ai parlé de la densité d'énergie. Il n'y avait pas de flux là. Non, et je n'ai jamais dit que le flux était proportionnel à un gradient de densité d'état. Ça, j'ai jamais dit ça. Ça, c'est pas vrai. Non, mais tu disais à un moment donné que, bon, en principe, il faut remplacer la densité des états dans la formule de Boltzmann par la densité des états locaux. Pour calculer la densité d'énergie locale. Ça c'est vrai. Oui, mais qui varie énormément en espace. Donc, absolument. On a l'impression que... Mais ça ne donne pas de gradient. Ça ne génère pas un flux, ça. Ok, et je veux savoir... C'est d'ailleurs l'équilibre. D'où ça vient? Je ne vois pas ça dans le formalisme. Ouais. Le formalisme me dit, je ne sais pas, par exemple, je peux avoir une molécule ici, une molécule là, donc l'état est forcément localisé ici, j'ai un niveau de vibration là, donc l'énergie est là, puis j'ai une autre molécule ici, l'état est vibrant, l'énergie est localisée là. Et fondamentalement c'est ça, parce que je parle d'énergie électromagnétique, mais en réalité c'est des polaritons. Et les énergies électromagnétiques dont je parle sont des modes couplés vibration-champ. En réalité c'est des vibrations. Donc, tu vois, quand je te dis, voilà, j'ai une molécule ici, une molécule là, et l'énergie est concentrée ici et concentrée là, eh bien, c'est la même chose. Quand j'ai l'interface, je n'ai pas d'énergie de vibration ici, et j'ai d'énergie de vibration concentrée près de la surface. C'est tout. Donc, évidemment, il y a un gradient de matière, donc il y a un gradient de densité d'état. Très profondément, ce qui se passe, c'est que la densité d'état dans le vide, c'est en gros 1 V, nombre d'états par unité de volume, c'est 1 sur lambda cube. Densité d'état de la matière, c'est 1 sur A cube, où A est le paramètre de maille. Donc d'un côté, on est en micromètre moins 3, d'accord, donc en 10 moins 18, de l'autre côté, on est en 10 moins 30. Donc voilà, c'est l'inverse. Donc on a 10 puissance 30 versus 10 puissance 18. Fondamentalement, c'est ça. Et donc dès que je rentre dans de la matière condensée, les états sont les états électroniques ou vibratoires. Parce qu'ils se couplent au champ, ça me donne des états de champ. Et donc évidemment, j'en ai beaucoup plus. C'est tout. Donc dès que tu rentres dans de la matière, tu as plus d'états. Donc il y a un gradient. Ce gradient de densité d'état est lié au gradient de densité de matière. Non, mais je suis bien d'accord avec ça. Mais ça ne génère pas, le flux n'est pas... Je veux simplement dire que dans un principe d'équipartition thermique, je peux m'imaginer que la distribution thermique stationnaire sera finalement une distribution d'énergie qui est proportionnelle à la densité des états. Parce qu'après tout, que dans ce cas-là, toutes les fonctions propres seront équipées de la même façon. Absolument. C'est presque la définition de la densité des états. Absolument. Oui. Donc si tu pompes à un moment donné un KT dans un plan qui est en dessous, et tu poses la question, quelle sera donc la radiation finale, à la fin, donc l'énergie sera distribuée selon la densité des états, qui ne sera pas... oui. Voilà, et donc je n'ai absolument pas évoqué une gradient de température dans ce cas-là. On est d'accord. Et tout ça est à l'équilibre, il n'y a pas de flux. Mais non, puisque tout est isotherme, il n'y a pas de flux. J'aurais peut-être une dernière question. Tout cela est fait, par exemple, pour des matériaux qui sont des surfaces très propres, très lisses. J'imagine qu'au fur et à mesure qu'on s'approche du monde réel, des surfaces rugueuses, des saletés, des impuretés partout, on va vers des émissions de dipôles qui finalement deviennent incohérents et on retrouve cette image intuitive d'une émission complètement incohérente. Est-ce que... D'accord. Eh bien, merci, c'est une question qui revient souvent. C'est incroyablement robuste tout ça. On ne voit jamais d'écart à ça.
Alors, je vais donner deux exemples. Le premier, c'est sur, vous avez vu, la sphère, elle n'est pas propre. Et l'accord avec la théorie est excellent. L'une des raisons, c'est qu'on travaille dans l'infrarouge. Donc le champ électromagnétique, il moyenne. Et ça c'est la première raison. Quand on regarde la diffraction, l'émission thermique, c'est pareil. Tous les petits défauts de surface sont très sub longueur d'onde. Donc c'est homogénéisé. Et ça ne laisse pas de traces. Donc ça se passe très bien. La deuxième chose, c'est qui est un peu surprenante, c'est je vous ai montré des résultats concernant du verre, et je vous ai parlé de phonons polarisants de surface. Donc évidemment, le verre qui est amorphe, il n'y a pas à proprement parler de phonons polarisants de surface, évidemment. Et le libre parcours moyen des vibrations est tellement court que ça n'a plus de sens de parler de phonons. Cela dit, encore une fois, la longueur d'onde de l'onde électromagnétique est très grande, beaucoup plus grande que la structure des joints ou des défauts, des zones, bref, la structure microscopique du verre. Et donc, d'un point de vue électromagnétique, encore une fois, tout ceci est homogénéisé. Et c'est encore une fois le fait que la longueur d'onde est grande. Donc, je peux effectivement, je l'appelle phonon polarisant de surface dans le verre, parce que je n'ai pas d'autre mot sous le coude. C'est évidemment plus du tout un phonon, mais ça reste une onde de surface électromagnétique qui existe, que l'on peut définir et que l'on observe. Donc ce qui se passe, c'est que la longueur d'onde est tellement grande que ça homogénéise et on ne voit pas ces problèmes-là, jusqu'ici en tout cas. Bien, si nous n'avons pas d'autres questions, oui, merci encore, Jean-Jacques. Merci.